Salut tout le monde, à l'occasion de la sortie du tome 3 des Chevaliers de la Police, j'ai voulu réaliser une fac, donc une foire aux questions, où j'ai accepté de répondre aux questions que vous m'avez posées sur Facebook, que ce soit sur ma page perso ou ma page auteur, et maintenant je vais répondre tout de suite. Bonsoir, pour rebondir sur votre proposition et par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur les problèmes financiers des auteurs, peut-on aborder le sujet sensible de la rémunération? Les droits d'auteur sont-ils suffisants? De ce fait, avez-vous un second métier à côté par nécessité? Vendez-vous des originaux et est-ce nécessaire pour vous d'en vendre? Ok, direct, une question pognon. Alors je vais pas vous dire combien je gagne, sinon mes éditeurs vont râler et je souhaite pas être en mauvais terme avec eux. Mais je peux vous dire combien gagne à peu près un auteur de BD actuellement en vous envoyant sur le site de la Snack BD. Vous trouverez un document sur un contrat commenté pour les auteurs de BD. Je mets le lien dans la description. Vous avez un aperçu des tarifs pratiqués dans le milieu. Et je gagne pas beaucoup plus que ce qui est indiqué là. D'autant plus que mon rythme de travail ne me permet pas de faire plus d'un album par an. Ne faites pas de la BD pour être riche. Sachez que 90%, 90% perçoivent un revenu en droit d'auteur inférieur au SMIC. La réalité est pas aussi belle que ce qu'on pourrait que ce qu'on voudrait. Le milieu se paupérise et la surproduction, elle est toujours présente, quoi. Mais heureusement, il y a des mouvements qui se créent revendiquant une rémunération plus juste, plus équitable pour les auteurs. Il y a notamment Auteurs en colère, je vais aussi mettre le lien en description. Donc allez y jeter un œil pour en apprendre plus. Maintenant, je vends aussi des originaux en galerie, ils ont une certaine valeur, c'est vrai, qui s'explique en partie par le fait que j'en vends très peu. Je vais pas vous faire le total, mais avec cet apport, je peux vivre de la BD sans avoir besoin d'un boulot à côté. Et c'est déjà énorme, je peux vivre de ma passion. Et je dis bien passion, pas passion. Et je reste conscient que tout peut s'écrouler à tout moment, ou en tout cas je préfère le penser, et ça me permet de garder la tête sur les épaules. La création, c'est vraiment tout ce qui compte pour moi. Il y a un mot, un texte dans la Bhagavad Gita, un livre sacré hindou, la Bhagavad Gita, qui dit « Pense à l'œuvre, ne pense pas aux fruits de l'œuvre ». Alors, magnifique. Bon, question un peu niaiseuse, c'est comment de travailler avec Jodo? Je sais, question posée 100 fois. Et ensuite on a aussi, j'avais la même question que Marc, mais on peut l'approfondir. Quelle est la méthodologie de travail avec Jodo? Mais vidéo souvent une fois par jour. Ok. Bah, Jodo, le personnage, me fascinait, m'inspirait depuis toujours, quoi. C'est autant par ses BD, ses livres, ses films. Il est pour moi plus qu'un scénariste, il est plus un maître à penser. Je souligne d'ailleurs combien chacune de mes rencontres artistiques m'ont toutes apporté énormément. Que ce soit de l'habit, du faux, Mika, Jodorowsky, ces échanges et ces collaborations sont toutes de puissantes sources d'inspiration. Il y a toujours une méthode de travail pour chacun. Avec Jodo, voilà les méthodes. D'abord, il m'appelle, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, et il m'appelle et quand il a une idée. Alors, il me raconte au téléphone sa scène en question, et si ça me plaît, il l'écrit et il raccroche sans dire au revoir, et le lendemain, la scène est écrite. Donc il me fait le déroulé, je me charge de le découper et de l'adapter au format BD. Avec lui, c'est vrai que je peux ne plus avoir de nouvelles pendant des semaines, comme l'avoir plusieurs fois par jour au téléphone. On se rencontre très peu au final, mais à chaque fois, chacune de ces rencontres, c'est toujours un grand plaisir, un moment intense pour moi. Je me souviens d'un jour, il m'appelle, il me dit « Ah, Jérémy, viens au Louvre !» Et j'arrive là, il n'y avait que nous deux. En fait, on a eu droit à une visite privée du Louvre et on a été voir les tableaux de tout ce qui concernait Napoléon, vu qu'on le traitait dans la BD. On a pu notamment se rendre compte à quel point tous les tableaux d'époque étaient déjà des tableaux de propagande politique. Et il y a peu, nous fêtions ses 90 ans et voir que sa créativité est toujours aussi vive, c'est une leçon de vie incroyable. Je me dis que c'est possible de vieillir sans être blasé,
en restant curieux du monde qui nous entoure et en conservant sa passion. Alors, question chronologie. Comment se fait-il que entre l'épisode 1 et l'épisode 2, le temps remonte de Louis XVIII à Napoléon? Alors oui, en effet, c'est une erreur de notre part, due au fait que si dans cette histoire, on a un fil rouge, à savoir l'histoire d'Asiamar, qui doit traverser des épreuves pour acquérir la longue vie, et que sur son parcours, il rencontre tous des personnages qui ont été liés à un moment donné à l'alchimie, ben, ça reste quand même une histoire très improvisée. Il y a beaucoup d'improvisation dans ce qu'on fait avec Jodo. Et quand dans le tome 1, Asiamar rencontrait Louis XVIII, nous savions pas que dans le tome 2, il y aurait Napoléon. Ce qu'il faudrait pour rectifier, ce serait de changer la date dans le tome 1, voire même l'appellation de Louis XVIII en roi, même s'il a été pendant un moment à cette période. Mais après, dans le tome 2, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec ce souci de date, mais il a fallu qu'on laisse tomber parce que nous, on pouvait pas passer à côté du sacre de Napoléon pour l'histoire. Et puis après, on fait pas de la BD historique, ça reste de l'histoire fiction. C'est pas une BD historique pure. Mais c'est vrai que ce serait pas une mauvaise idée de rectifier les textes pour les éditions à venir. Pour quelle raison cibler Napoléon? N'y a-t-il pas eu d'autres grands de notre histoire avec lesquels nous aurions pu confondre cette œuvre? Bien sûr, mais il y a plein de personnages historiques qui ont été liés à un moment donné de leur vie avec l'alchimie, et il y a bien un moment donné où il faut se limiter à des personnages bien précis. On a Pascal qui dit « Bon bah là, comme c'est trop flatteur, je vous laisse lire vous-même. » Merci Pascal, c'est trop gentil. Il est vrai que je ne fais pas énormément de séances de dédicaces pour diverses raisons, et surtout que ça me prend beaucoup de temps. Un temps qui est après à rattraper sur le planning déjà chargé. La majeure partie des messages que je reçois en privé, ce sont des demandes de dédicaces, et je peux pas y répondre favorablement, sinon je crois que je pourrais passer mes journées à dédicacer pour vous les envoyer. Pour les habitués des dédicaces, et je précise bien les dédicaces en salon, gratuites, donc à bien différencier d'une commande d'un dessin, j'ai décidé depuis environ un an d'alléger mes dessins sur les albums. Au lieu de vous faire un portrait de face ou d'un perso entier, je me limite à un profil d'un personnage en essayant qu'il soit quand même sympa, et ce pour deux raisons. Ça en fait râler certains, mais ça me permet de satisfaire plus de gens et cela évite la revente des dédicaces en ligne. Ce qui fonctionne et me satisfait, j'ai l'impression de revenir à ce qui est l'essentiel dans une dédicace, donc un échange entre l'auteur et lecteur. N'oubliez jamais que la dédicace est un don et pas un dû, et que nous, auteurs, venons uniquement par plaisir, ça ne nous rapporte rien. Ça nous fait même perdre de l'argent quand certains organisateurs de festivals oublient de nous rembourser par exemple les frais de déplacement. Et Pascal, bah voilà, ton souhait est exaucé, on prend contact ensemble sur Facebook, que je t'envoie la BD. Message d'un certain Philippe X. À quelle heure commencez-vous votre journée? Café ou thé? En vrai, je commence pas avant 10h, hein, plus ou moins. À quelle heure finissez-vous votre journée? Whisky, vodka ou saké? 120, le choix n'est pas très cornélien. Saké, alors, avec modération. Sinon, comment faut-il faire pour devenir dessinateur de BD? École particulière. Alors tu peux apprendre dans une école, effectivement, mais il n'y a aucun diplôme qui t'ouvrira les portes de chez un éditeur de BD. Tu apprendras plus par toi-même, en observant tes maîtres, en travaillant continuellement, en recherchant, en échouant, en corrigeant, en t'améliorant, en aiguisant ton regard avec l'expérience. Puis il te faudra désapprendre pour réapprendre, ne plus copier tes maîtres, mais assimiler ce qu'ils t'ont appris pour l'adapter et partir dans une nouvelle direction qui est la tienne. Le mieux pour apprendre est toujours l'observation d'après nature. Alors un petit conseil pour les dessinateurs en herbe, ou même à certains de mes collègues, si c'est pas dans un cadre éducatif, n'allez pas copier ce que les autres dessinent. Tout est à votre portée de main, il suffit d'observer. J'ai un truc concret qui peut vous aider.
C'est une fois qu'une scène est écrite, jouez-la, en vrai, et prenez des photos. C'est ce que je fais, et c'est ce qui me permet de réaliser mes propres poses, sans aller les copier ailleurs, quoi. Non, celle-là, vous l'aurez pas la photo. Bonsoir Jérémy, voilà ma question. Vous pensez quoi des avis et commentaires négatifs sur vous sur Internet? Il y a des avis et des commentaires négatifs sur Internet? Non. Si? Avant tout, sachez que j'accepte toutes les critiques et que je les différencie bien des avis rédigés sur Internet. Par exemple, quand sur Barracuda avec Jean Dufour, on a décidé d'aller au-delà des 3 tomes initialement prévus, on l'a fait par pur plaisir et parce qu'on avait envie de continuer, on s'amusait sur cette histoire et on a évidemment pu le faire parce que la BD marchait. Du coup, quand je lisais ça sur le net, j'ai eu du mal à comprendre ce décalage entre nos attentions et la façon dont c'était perçu. Ils ont découvert comment ça pour le fric. Après, je dois dire que les critiques ont toujours été au minimum respectueuses du travail accompli, mais puisque la question portait sur les avis et commentaires négatifs sur Internet, qui représentent qu'une minorité sur le fond, il est normal que les gens réagissent, que ça leur plaise, que ça touche certains et d'autres non. Le plus important, je crois, c'est Là, stop. Vous voyez? C'est exactement le moment où je me suis dit qu'en fait, je m'en foutais complètement. Alors j'ai pris du recul et je vous ai sorti cette situation de judo que j'aime bien. Le secret du bonheur dans la vie, quoi, c'est de faire ce que vous voulez faire et pas faire ce que les autres veulent que vous fassiez. Fais ton œuvre. Fais ce que tu veux faire et ne fais pas ce que les autres veulent que tu fasses. Alors voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et avant de nous quitter, sachez que avec Dargo en ce moment, on bosse sur une intégrale de Barracuda, enfin, qui devrait sortir pour la fin d'année, probablement novembre ou décembre. Et je termine la vidéo donc en vous montrant des images du tome 3 qui vient de sortir. Ciao!